Les Chebabs ont de nouveau frappé au Kenya. Les islamistes somaliens ont mené une attaque qui a coûté la vie à 4 civils. La police s'est rendue sur les lieux pour mener des enquêtes. Au Zimbabwe, l'épouse du vice-président Constantino Chiwenga recouvre sa liberté. Elle était en détention pour tentative d'assassinat de son mari et blanchiment d'argent. Sa prochaine comparution est prévue pour le 14 janvier. Et puis, le viol d'une étudiante au Bangladesh suscite la colère de ses camarades. Des centaines de personnes ont manifesté pour exiger justice. Elles appellent notamment à infliger aux coupables une punition exemplaire. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Et nous ouvrons ce journal par dans l'est du Kenya. C'était ce mardi. 4 civils, dont un enfant, ont été tués par balle. C'était lors d'une attaque attribuée par la police aux islamistes somaliens Chebabs, près de la frontière de leur pays d'origine. La police a notamment découvert 2 kalachnikovs et du matériel pour fabriquer des engins explosifs improvisés. Les assaillants ont visé un pylône de télécommunications et 4 vies innocentes ont été perdues dans l'opération. L'attaque a eu lieu à 25 km du camp de réfugiés de Badab, que le gouvernement a par le passé accusé de servir de base aux Chebabs pour lancer des opérations sur le sol kenyan. 2 des assaillants ont été abattus, d'après le porte-parole de la police kenyane. Cette même police est en état d'alerte depuis que des combattants Chebabs ont attaqué dimanche une base militaire américano-kenyane à Lamu, dans le sud-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie. 3 Américains, un militaire et 2 sous-traitants du Pentagone ont été tués et plusieurs avions détruits. Affiliés à Al-Qaïda, les Chebabs ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leur bastion, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. Depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011 pour lutter contre les Chebabs, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, notamment ceux du centre commercial Westgate à Nairobi en septembre 2013 avec 67 morts et de l'université de Garissa en avril 2015 qui a fait 148 morts. Au Zimbabwe, l'épouse du vice-président Constantino Chiwenga, poursuivie pour tentative d'assassinat de son mari, fraude et blanchiment d'argent, a été libérée sous caution. C'était ce lundi à Harare, la capitale, après 3 semaines de détention provisoire. L'épouse du vice-président zimbabwéen Constantino Chiwenga a été libérée sous caution lundi à Harare après 3 semaines de détention provisoire. Ancien mannequin, reconverti en femme d'affaires, Mary Mubaiwa avait été arrêtée le 16 décembre dernier. Lundi, la Haute Cour d'Harare a ordonné sa libération contre versement d'une caution de 50 000 $ zimbabwéens, soit l'équivalent de 2 500 €, la confiscation de son passeport et l'obligation de pointer 2 fois par semaine au poste de police. Selon un document de la Commission anticorruption, elle est accusée de fraude et blanchiment d'argent pour avoir transféré en 2018 et 2019 environ $1 million américains de ses comptes du Zimbabwe vers des banques sud-africaines en cachant ou en maquillant leur véritable utilisation en violation du contrôle d'échange. Selon l'acte d'accusation, elle est également soupçonnée de tentative d'assassinat de son mari pour avoir retiré en juillet 2019 un cathéter et une perfusion du bras du général Chiwenga, à l'époque hospitalisé en Afrique du Sud. La prochaine comparution de Mary Mubaiwa est prévue le 14 janvier prochain, mais la date de son procès n'a pas encore été rendue publique. Une nouvelle révision de la Constitution pourrait intervenir en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé qu'il pourrait donc proposer au Parlement un nouveau test de modification de la loi fondamentale. Le chef de l'État ivoirien a assuré donc qu'il ne s'agirait pas d'éliminer qui que ce soit de la course à la présidentielle d'octobre 2020. La Constitution ivoirienne pourrait connaître une nouvelle modification avant la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2020.
Lundi, lors de la présentation des vœux de Nouvel An de la Nation au président Alassane Ouattara, celui-ci a laissé entendre qu'il pourrait proposer au Parlement, dans le courant du premier trimestre de l'année 2020, des modifications de la Constitution pour la rendre plus cohérente, pour consolider davantage l'état de droit et rapprocher les institutions des Ivoiriens. Le chef de l'État n'a pas donné davantage de précisions sur les modifications constitutionnelles envisagées, mais il a assuré qu'il ne s'agirait pas d'éliminer qui que ce soit de la course à la présidentielle d'octobre 2020. L'opposition a mis en garde le pouvoir contre une réforme constitutionnelle qui limiterait l'âge des candidats, ce qui pourrait avoir pour effet d'éliminer de la course ses rivaux historiques, les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Le chef de l'État entretient le mystère sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. Il a annoncé qu'il serait candidat si Bédié et Gbagbo se présentaient. Le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire à 10 mois de la présidentielle, qui se tiendra 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, qui avait fait 3000 morts. Le grand barrage de la Renaissance nourrit les espoirs de nombreux Éthiopiens, mais il y a un prix. Les entreprises et usines auront dû subir des semaines de coupure de courant. À Addis Abeba, par exemple, les opérateurs économiques espèrent que le projet, une fois réalisé, rendra leur entreprise plus compétitive. Voyons tout cela dans ce reportage. Dans toute l'Éthiopie, les paysans pauvres comme les hommes d'affaires fortunés attendent avec impatience que le grand barrage commence à fournir les 6000 mégawatts escomptés. S'assurer que vos machines fonctionnent correctement. Mais lorsque vous avez des variations de courant électrique et des coupures de courant ou autres, lorsque vous passez des lignes principales au générateur diesel, il y a quelques secondes de fluctuation de la machine qui abîme des pièces qui doivent être remplacées, ce qui entraîne un coût. Faire des affaires, c'est se battre avec ses coûts, et ces coûts sont intégrés dans les coûts structurels. C'est donc une chose avec laquelle nous nous sommes préparés, mais nous serons plus compétitifs en gardant à l'esprit que l'accord de libre-échange africain aura bientôt lieu. Le barrage aidera les industries éthiopiennes à devenir plus compétitives. Pour son aboutissement, des milliers d'ouvriers travaillent d'arrache-pied pour parachever le projet. Pendant ce temps, de dures négociations opposent l'Éthiopie à ses voisins en aval, en particulier l'Égypte, inquiète pour ses ressources en eau. La prochaine rencontre tripartite, avec également le Soudan, aura lieu les 9 et 10 janvier à Addis Abeba. Le Caire craint que la construction du barrage n'affecte des millions d'Égyptiens qui pourraient manquer d'eau et avoir du mal à se nourrir. Long de 1,8 km et haut de 145 mètres, le grand barrage de la Renaissance doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Le barrage devrait commencer à produire de l'électricité d'ici à fin 2020 et être complètement opérationnel d'ici à 2022. 4 pays de l'Europe, la France, l'Allemagne et l'Italie, et puis le Royaume-Uni seront représentés ce mercredi, à une réunion à Bruxelles par le ministre des Affaires étrangères. Au menu, le dossier iranien ainsi que la situation de la Libye. La réunion de Bruxelles intervient 4 jours après l'élimination du général iranien Qassem Soleimani dans un raid américain à Bagdad qui a ravivé les tensions au Moyen-Orient. Les Européens redoutent également une accentuation de la crise sécuritaire en Libye au lendemain de la prise de Sirte par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Les ministres européens qui se retrouvent à Bruxelles doivent évoquer les 2 sujets autour du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell. Ces 3 pays européens sont co-signataires de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, dont le président américain Donald Trump a décidé de se retirer en 2018, point de départ de la nouvelle crise entre Washington et Téhéran. En réaction à l'élimination du général Soleimani, Joseph Borrell avait déjà annoncé, au nom de l'Union européenne, la convocation vendredi d'une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union. L'Espagnol a déclaré lundi regretter profondément la dernière annonce de l'Iran sur la levée de toute limite sur l'enrichissement d'uranium.
De son côté, le secrétaire général de l'OTAN a appelé lundi l'Iran à éviter davantage de violence et de provocation à l'issue d'une réunion extraordinaire des ambassadeurs des pays de l'Alliance Atlantique à Bruxelles. De nombreuses personnes au Bangladesh sont en colère depuis ce lundi à la base. L'agression sexuelle d'une étudiante d'une des principales universités du pays. Les manifestants sont descendus dans les rues et demandent notamment la peine de mort aux violeurs qui seront condamnés. Les violeurs ont été reconnus coupables. Des centaines de personnes sont en colère et appellent à la peine de mort. L'agression sexuelle d'une étudiante dans une grande université du Bangladesh a déclenché cette vive colère. Les manifestants ont martelé que le viol est une infraction impardonnable et qu'au Bangladesh, la punition pour viol est très lente. Nous voulons des exécutions rapides pour les auteurs afin que d'autres ne soient pas dissuadés de commettre de tels crimes, ont scandé les manifestants. La victime, âgée de 21 ans, est étudiante à la prestigieuse université de Dhaka, dans la capitale. Elle se rendait dimanche au domicile d'une amie lorsqu'elle a été bâillonnée, emmenée dans une zone reculée de la périphérie de Dhaka et agressée sexuellement. Les manifestants ont lié les armes et ont marché le long des routes principales de Dhaka. La nation sud-asiatique a vu doubler les cas de viol signalés l'année dernière. La situation a déclenché des spasmes de colère publique accentués contre la réponse glaciale de la police et du système judiciaire. Des manifestations à l'échelle nationale ont saisi le Bangladesh en avril après qu'une étudiante de 19 ans qui a accusé le directeur de son séminaire de harcèlement sexuel a été aspergée de kérosène et incendiée. 16 personnes ont ensuite été condamnées à mort pour l'attaque, dont l'enseignant. D'après le groupe de défense des droits locaux, Ain O Salish Kendra, il y avait 1413 cas de viol signalés au Bangladesh l'année dernière, le double du nombre enregistré en 2018. Une lettre du Pentagone aux États-Unis envoyée aux responsables militaires irakiens fait polémique. La note évoque le redéploiement des forces américaines en Irak. Il ne s'agit pas de retrait, mais plutôt de repositionnement, a rassuré le chef d'état-major américain. C'est par inadvertance que la lettre a été envoyée, mais une erreur commise de bonne foi, assure le chef d'état-major américain. Bagdad avait annoncé un peu plus tôt que l'armée américaine lui avait annoncé préparer son retrait dans une lettre écrite au nom du général William Seeley, commandant des opérations militaires américaines en Irak. Dans ce projet de lettre, le général expliquait au commandant militaire irakien que Washington était en train de repositionner les forces de la coalition anti-djihadiste dans le but d'un retrait de l'Irak de manière sécurisée et efficace. Ce paragraphe est mal formulé, a ajouté le général Milley. Selon le chef du Pentagone, les États-Unis redéploient leurs troupes en Irak, mais ne quittent pas le pays. Aucune décision n'a été prise de quitter l'Irak, point, a déclaré à la presse le ministre américain de la Défense. Cette lettre ne correspond pas à notre état d'esprit aujourd'hui. Les États-Unis comptaient 5200 soldats en Irak, jusqu'à l'arrivée la semaine dernière de plusieurs centaines d'autres pour protéger l'ambassade dans la zone verte, un quartier ultra sécurisé de Bagdad, attaqué mardi par des milliers de pro-Iran. Lors d'une séance extraordinaire en présence du Premier ministre démissionnaire, le Parlement irakien a demandé dimanche au gouvernement de mettre fin à la présence des troupes étrangères en Irak. Mais la motion du Parlement adoptée à main levée par les 168 députés présents sur les 329 n'est pas contraignante et le gouvernement irakien n'a pour le moment pas donné suite. Le ministre américain de la Défense a mis en doute la légitimité de ce vote. Les Irakiens ne veulent pas que nous partions, a-t-il assuré. Ils savent que les États-Unis sont là pour les aider à devenir un pays souverain, indépendant et prospère. Le chef du Pentagone a cependant pris ses distances avec les menaces du président Donald Trump contre des sites culturels iraniens. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.